Allez, Bonjour à parfait. toutes et à tous. Je suis Loïc, je suis chargé de mission au sein du cabinet Talent, donc cabinet d'expertise comptable et de conseil. Ça fait 15 ans que j'accompagne des entrepreneurs, notamment dans plusieurs cabinets d'expertise comptable, dans des chambres consulaires, chambres de commerce, chambres de métier, et aussi dans un fonds d'investissement à impact social. Donc l'accompagnement des entrepreneurs, c'est quelque chose qui me botte depuis des années. C'est très enrichissant, on fait énormément de rencontres. Et aujourd'hui, on avait vu avec Mehdi qu'il y avait un sujet qui était assez important, moi je trouve, qui est très peu abordé, mais qui est vraiment très important, c'est le sujet de la rémunération quand on est entrepreneur. Donc on va essayer d'évoquer en fait tous les paramètres qui dépendent très souvent de la forme juridique qu'on utilise, en fonction que ce soit une société, une entreprise individuelle, mais ensuite qu'il y a des modalités qui ont un impact sur l'entreprise. Ne serait-ce parce qu'une rémunération, c'est une charge, c'est un coût que l'entreprise doit absorber. Et bien sûr, ce coût doit être absorbé en fonction d'un fonctionnement d'activité, que ce soit en démarrage ou d'un fonction optimale. Je ne suis pas un spécialiste de la paye. Par contre, effectivement, quand on met en place, en tout cas à mon niveau, un budget prévisionnel, bah forcément, on a besoin d'avoir tous les éléments. C'est le temps, à partir de quand je peux me rémunérer, combien je peux me rémunérer. Donc tout ça, on va essayer de le voir. Et je suis à votre disposition et je partage mon écran dans les secondes qui suivent. Est-ce que Hop. Loïc, c'est possible de poser des questions pendant la présentation? C'est bien sûr, avec grand Ok, plaisir. voilà. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions pendant la présentation, que ce soit sur le chat ou de vive voix avec votre micro. Alors, hop, on va regarder tout ça. Est-ce que tout le monde voit mon écran? Moi, je dis oui. Nickel, impeccable. Donc, j'ai appelé ce workshop Entreprendre et se rémunérer. Bon, en fait, des médias, il n'y avait pas de, il y avait pas de problématique. Ça va de pair, bien entendu. En tout cas, c'est en partie aussi pour ça que vous créez votre activité. Donc, je me suis présenté brièvement. J'ai présenté un peu les enjeux du workshop. N'attendons pas plus longtemps. On va entrer dans le vif du sujet avec cette infographie très, très simple qui est décomposée en 4 parties pour expliquer effectivement les tenants et les aboutissants de la rémunération du ou des dirigeants. Souvent, on se pose la question, pourquoi se rémunérer? Bon, je pense que vous avez la réponse à votre question, mais on va essayer vraiment d'approfondir ce point-là parce que c'est un vrai sujet. Il ne s'agit pas juste de gagner de l'argent pour gagner de l'argent, il y a des vrais enjeux derrière, à tous les stades de développement de votre activité. Vivre, bien entendu, assumer ses charges personnelles et familiales. Donc ça, c'est un enjeu qui est quand même assez capital et qui permet aussi de réfléchir à la façon de calculer la rémunération que vous attendez de votre activité à terme. Bien entendu, dans la majorité des cas, je crois qu'il y a 70% des entrepreneurs qui créent en étant inscrits et rémunérés par Pôle emploi. Donc, les droits de Pôle emploi peuvent arriver à échéance à un moment donné. Et une fois cette échéance passée, bah, il faut pouvoir activer sa rémunération pour assumer ses charges personnelles et familiales. Bien entendu, on veut aussi valoriser la qualité de son travail. On a aussi le cas, ça m'est arrivé d'échanger avec pas mal d'entre vous sur le fait de dire, bah voilà, ça fait 1 an, 2 ans que j'avance sur mon projet, j'ai créé mon entreprise. Au bout d'un moment, j'aimerais bien me rémunérer parce que j'ai investi du temps, de l'argent et bah, tout travail mérite salaire. Ça, c'est une réalité. Se rémunérer permet aussi de développer ses projets personnels ou d'autres projets professionnels. On veut acheter un appartement, une maison, on veut investir dans telle ou telle entreprise. Bien sûr, ça fait partie de ces enjeux-là. Et les banques seront très attentives à ce que vous ayez une rémunération pour permettre un peu de calculer les enjeux de financement sur ce sujet. Et le dernier point, pas des moindres, c'est se rémunérer comme aussi un synonyme de votre réussite dans votre projet entrepreneurial. Ce qui va être important, on va le voir, hein, j'ai vraiment fait une synthèse, mais on va approfondir les différents modes de rémunération. La rémunération, c'est un terme générique qui est valable pour des entrepreneurs individuels, qui est valable pour des dirigeants de société, quels qu'ils soient. Donc, gardez ça en tête, c'est un terme générique. Le salaire, c'est pour les salariés, comme son nom l'indique.
Et on verra un peu les différentes subtilités, qui dit salarié, dit fiche de paye, dans certains cas, contrat de travail. Donc voilà, on va vraiment distinguer la rémunération dans sa globalité et le salaire qui est dédié aux salariés. Vous avez sûrement entendu parler également des dividendes. Donc les dividendes, c'est le fait de pouvoir prélever le fruit du résultat de l'entreprise. Une entreprise, elle génère une activité économique qui est traduite par un chiffre d'affaires, qui est traduite aussi par des charges de fonctionnement qui ont permis de réaliser ce chiffre d'affaires. Il faut peut-être du personnel, il faut peut-être des locaux, ce genre de choses. Et à la fin, tout à la fin, après avoir payé l'impôt sur les sociétés, et si jamais c'est possible, il y a un résultat net qui peut être partagé entre vous si vous êtes tout seul dans la société ou entre associés. Et donc les dividendes, c'est le fruit de ce partage. C'est la possibilité de récupérer toute une partie du bénéfice net de l'entreprise. Est-ce que les dividendes doivent être partagés de manière équitable? Alors, il y a deux enjeux. Le premier enjeu, c'est les statuts de la société. Donc, les statuts de la société vont stipuler la répartition du capital entre associés. Donc, les dividendes, d'une façon native, vont être prélevés en proportion du capital détenu par chaque associé. Ça, c'est vraiment la règle de base. Ensuite, l'autre enjeu, c'est qu'il est possible que vous ayez signé un pacte d'associés, un pacte d'actionnaires, qui est un contrat qui lie en fait les différents actionnaires ou associés de la société et qui peut préciser d'autres modalités. Ça peut être possible, parce que c'est un contrat qui est libre, il peut être possible de dire, bah voilà, on est 4 associés, on va considérer qu'il n'y a que 3 associés qui auront droit aux dividendes. C'est un peu injuste, mais c'est possible de l'inclure dans le pacte d'associés ou dans le pacte d'actionnaires. Mais la base, c'est de se dire, j'ai tant de pourcents de capital, donc ma répartition de dividendes correspond au pourcentage que je détiens dans le capital de la société. Ça a été comme réponse, c'est Boucard, c'est ça? Oui, ça a été, pardon, fallait que je... Nickel. Faut pas hésiter, hein. Faut pas hésiter. Okay, pas de souci. okay. Une petite question rapide, parce que je pense que tu peux y répondre très rapidement. Est-ce que tu connais le multiple entre le dividende, entre le salaire et ce que ça coûte à la société quand tu es un des dirigeants? Alors, ça fait partie des formules qu'on va voir un peu plus tard, justement, où j'ai un peu précisé les incidences sur la société, quand on se rémunère, mais aussi l'incidence sur les dividendes, ça n'a pas d'impact direct sur la société, puisqu'en fait, on prélève ce qu'il y a à la fin. On prélève le bénéfice qui reste. Par contre, ça a un impact sur la trésorerie, sur l'argent qui est dans le compte en banque, parce que forcément, il faut que les dividendes sortent d'un compte bancaire et qui appartient à la société. Et ensuite, on va voir que ça a un impact sur la fiscalité personnelle du ou des dirigeants. Ça, c'est important. Mais on va le voir, effectivement. J'ai prévu des tableaux avec des calculs assez simples pour vous montrer en fait les différentes incidences. Ouais, avec plaisir. On retrouve également comme mode de rémunération les remboursements de frais ou avantages en nature. Alors, je ne vais pas forcément rentrer dans le détail sur ce sujet-là, mais bien entendu, on a un facteur qui est assez important, c'est de se faire, par exemple, rembourser les indemnités kilométriques. Vous utilisez votre véhicule personnel pour le compte de l'entreprise, parce que vous avez des rendez-vous commerciaux, eh bien, en fonction d'un barème kilométrique, on verra, vous allez pouvoir vous faire rembourser en fonction d'un multiple du barème kilométrique. Et souvent, ce barème est plus intéressant pour vous parce que quand vous faites le comparatif entre la fourchette du barème et le coût du carburant, par exemple, ou le coût de l'entretien, peu ou prou, vous vous rendez compte que vous êtes assez gagnant. Et on ne rentrera pas dans ce sujet-là, mais effectivement, ça fait partie un peu des arbitrages que l'on fait lorsqu'on a une activité qui tourne. Est-ce que je continue à utiliser mon véhicule personnel ou au contraire, est-ce que la société achète ou loue un véhicule de société que je vais utiliser pour mes rendez-vous commerciaux? Donc, on verra
les remboursements de frais font partie aussi des modes de rémunération. Quelque chose qui est très peu pratiqué, mais qui existe aussi, les intérêts de compte courant d'associé. Le compte courant d'associé, c'est un terme qui est comptable, qui est juridique, et qui, faut l'imaginer comme une boîte où les associés apportent de l'argent à leur société sans que ce soit intégré au capital. C'est un flux de trésorerie qui va être matérialisé en se disant, bah voilà, j'avance des frais pour l'entreprise et à un moment donné, je me ferai rembourser. Donc, ces comptes courants d'associés, l'argent, entre guillemets, que vous allouez à l'entreprise, sans être intégré au capital, peut être remboursé moyennant des intérêts qui sont réglementaires. Donc, pareil, on ne rentrera pas dans le détail parce que les cas sont rares, mais donc les intérêts peuvent faire partie justement des modes de rémunération. Lorsqu'il y a des salariés dans l'entreprise, au moins un, il est possible aussi d'opter pour des régimes d'épargne salariale. Vous avez sûrement entendu parler du plan d'épargne d'entreprise. On a aussi une nouvelle version du plan d'épargne de retraite qui peut être intégrée dans l'épargne salariale, tout ce qui est participation, intéressement. Donc, ça fait partie des modes de rémunération. On ne le détaillera pas, mais ça existe et ça peut être intéressant pour les dirigeants. Et on retrouve le dernier, mais pas des moindres, les revenus fonciers. Très souvent, quand on avance un peu dans le temps, dans son activité, on se pose la question de sa gestion de patrimoine. Ça ne veut pas forcément dire qu'on est ultra fortuné, mais au moins, on essaye d'optimiser en fait la façon de se rémunérer, la façon de payer des impôts, mais surtout, du coup, les revenus fonciers en font partie. Vous avez des locaux, est-ce que ce n'est pas pertinent d'acheter des locaux, d'être propriétaire, de recevoir des revenus fonciers, et en même temps que ce soit utile à l'entreprise, mais utile pour vous, parce que vous avez non seulement des revenus complémentaires, mais en plus un patrimoine qui, on l'espère, se fructifie. Donc voilà, un peu le panorama des modes de rémunération qu'on peut retrouver au sein d'une entreprise. L'autre enjeu, c'est de déterminer, de fixer sa rémunération. C'est vrai que ce n'est pas évident, mais le premier sujet qu'on aborde, forcément, c'est votre deal flow. C'est quoi votre volume d'affaires? C'est quoi votre chiffre d'affaires? Est-ce que vous avez de l'activité? On part du principe que sans activité, c'est un peu compliqué de se rémunérer. Et je ne parle pas des sociétés où on arrive à faire des levées de fonds, où on arrive à rémunérer tout le monde, même si on ne génère pas d'activité, on va générer de la charge, mais il n'y a pas vraiment d'enjeu de rentabilité, parce qu'on va juste chercher à rémunérer des personnes pour valoriser leur travail, mais on n'est pas dans un enjeu de se dire j'ai mon chiffre d'affaires, j'ai mes charges, j'ai mon bénéfice. Là, on va juste puiser sur la trésorerie de l'entreprise pour pouvoir se rémunérer, mais l'impact économique n'est pas réel en fait, parce qu'il n'y a pas une activité. Quand je dis une activité, c'est qu'il n'y a pas de chiffre d'affaires. Donc, c'est quoi votre volume d'affaires? Ça, c'est un vrai sujet. Forcément, si vous générez du chiffre d'affaires, c'est plus facile pour vous de vous rémunérer. Versus, j'ai pas de chiffre d'affaires, si je me rémunère, au contraire, je vais creuser le bénéfice, je vais avoir un déficit et ça peut avoir un impact négatif dans ma communication financière de dirigeant au niveau d'un banquier, au niveau d'un actionnaire que je fais rentrer ou tout simplement au niveau d'un investisseur. Le prévisionnel, il est souvent juge de paix, même s'il faut le corriger régulièrement, il faut l'ajuster régulièrement. Le budget prévisionnel, ça vous permet de lui dire, OK, là, mon chiffre d'affaires, il est minime ou il est insuffisant. À partir de telle date, mon chiffre d'affaires va être suffisant pour envisager une rémunération de temps et qui augmentera en fonction du chiffre d'affaires que j'arrive à engendrer. Et bien sûr, on a un peu évoqué le cash burn. Forcément, votre impact de trésor, vous vous dites, j'ai pas de chiffre d'affaires à ce moment donné, j'ai des ressources, mon apport personnel, des investisseurs, de la love mommy, peu importe. Jusqu'à quand je peux tenir en me rémunérant, en payant toutes les charges et sans être à découvert bancaire. Donc le cash burn, vrai enjeu. Donc il y a ces trois possibilités d'analyser. C'est quoi, c'est mon chiffre d'affaires en fait suffisant qui me permet de me rémunérer, idéalement d'avoir de la rentabilité et aussi une trésorerie suffisante pour pouvoir payer mes prestats, payer mes fournisseurs, payer mes charges courantes. Fixer sa rémunération, ça dépend également, surtout si vous êtes des investisseurs. Ils ne vont pas vous refuser
une rémunération, mais si vous attendez un certain niveau de rémunération, là, effectivement, il faut l'accord unanime effectivement, des associés ou des investisseurs. Ce n'est pas quelque chose qui se décide seul, sauf, bien sûr, si vous entreprenez seul. Mais sinon, il faut l'accord de toutes les parties inhérentes au projet et au développement de votre activité. Fixer sa rémunération, ça peut être aussi un choix qui est assez simple. Est-ce que ma rémunération va être fixe ou proportionnelle à un KPI, à un ratio que j'aurais fixé? Proportionnel au chiffre d'affaires. Si je suis sur une activité qui nécessite d'acheter et de revendre des produits, forcément proportionnel peut-être à la marge. Donc, c'est à vous de définir les indicateurs pertinents pour pouvoir fixer la rémunération. Une rémunération fixe, ça paraît assez logique, mais rien n'empêche de vous dire, OK, j'ai un fixe et j'ai un variable qui va dépendre de mon volume d'affaires. Donc ça, c'est tout à fait envisageable. Et ce qui est très important aussi, et là, c'est plutôt de revenir un peu sur les modes de rémunération, c'est l'arbitrage entre le revenu disponible, votre rémunération, qui est mensuelle, qui est périodique, les revenus potentiels. C'est effectivement, voilà, on parle un peu plus, si vous projetez par exemple d'avoir des dividendes, c'est du potentiel, on ne le sait pas tant qu'on n'a pas entre guillemets clôturé le bilan pour savoir quel est le montant réel du bénéfice. Et là, on parle un peu plus d'épargne salariale. Donc, fixer sa rémunération, on peut se dire, oui, là, je vais me rémunérer tant, je vais faire ci, je vais faire ça. Mais en fait, il y a un vrai enjeu d'arbitrage et d'optimisation. Il faut se faire conseiller sur ce sujet-là. C'est un peu ce que j'évoque dans les bonnes pratiques. Pour optimiser toutes ces démarches et tous ces flux de trésorerie, tous ces flux de rémunération, il faut être conseillé. Donc, votre expert comptable peut vous donner la bonne réponse parce que normalement, il dispose d'outils adaptés à la gestion. En fait, OK, pouvoir se rémunérer, le salaire, le dividende, ça va être tant, on peut mettre en place de l'épargne salariale. Enfin, voilà. Tous ces ajustements peuvent être vus avec votre expert comptable ou un conseiller type aussi gestion de patrimoine. Ce sont des personnes qui sont capables de vous appuyer, même si vous n'avez pas un patrimoine. On a plutôt l'impression que ça s'adresse à des personnes qui sont très aisées. Ça n'est pas le cas, ça s'adresse à tout le monde en fait. Dès qu'il y a un enjeu d'optimisation, et du coup, vous pouvez aller voir un gestionnaire de patrimoine qui vous aiguillera sur ces sujets. En termes de bonnes pratiques, le conseil que j'ai à vous donner, c'est de ne pas se précipiter pour choisir la forme juridique de son entreprise. Parce que ça a un vrai impact sur la rémunération, ça a un vrai impact sur les charges sociales que l'on doit payer régulièrement, et surtout, ça a un impact fiscal qui est non négligeable. Nous, c'est vrai qu'on va se concentrer essentiellement sur les sociétés, parce que pour avoir discuté avec pas mal d'entre vous, c'est vrai que quand vous décidez d'être entrepreneur, c'est surtout au travers de société. Mais ne vous précipitez pas. Il y a vraiment une étude à faire là-dessus en se disant, OK, pour moi, la SAS, c'est l'idéal. Ouais, mais on va voir qu'il y a d'autres enjeux qui permettent de répondre à cette question. Quelle est la forme juridique la plus adaptée à mon activité? Après, rien, on peut tout modifier. Une forme juridique, ça se change. Ça coûte de l'argent, mais on peut en changer. Mais il y a des choix à faire et la rémunération peut être assez déterminante dans ce choix. En termes de bonnes pratiques, aussi pour fixer sa rémunération, il faut suivre son business. Des KPI, c'est important. Des prévisions financières, un budget prévisionnel où on arrive à comparer le budgété et le réalisé. Donc, budgéter ce qu'on a mis dans le budget prévisionnel et le réaliser ce qui s'est passé réellement dans l'activité en termes de chiffre d'affaires, de charges, de marge, de ce que vous voulez. Mais c'est important de pouvoir suivre son business parce que finalement, c'est ce qui va vous donner la réponse au mode de rémunération et surtout au montant envisagé. Se rémunérer, ça a des conséquences personnelles et familiales, pas dramatiques, mais forcément, si vous rémunérez, il y a des enjeux sur l'impôt au niveau de votre foyer. Il y a des enjeux aussi sur certaines aides que vous pouvez avoir, des crédits d'impôt, ce genre de choses. Donc, il y a quand même des impacts à évoquer.
Et dans vos calculs, il ne faut pas négliger le fait de prendre en compte sa situation personnelle, encore une fois. Et on l'a évoqué, toujours avoir un conseil à ses côtés. Est-ce que vous avez des questions sur ce premier volet, sur ce panorama? Alors, ouais, c'est la même question que tout à l'heure. Oui. Je suis désolé, mais j'ai un autre webinaire à 30. Donc, est-ce que je pourrais juste te demander quel est le multiple, histoire de spoiler les autres aussi, multiple entre un salaire, disons un salaire de 1 500 euros, et ce que ça coûte à l'entreprise quand on est. Ouais. Alors, salaire, ça veut dire que tu es salarié, c'est ça? C'est-à-dire que oui, enfin, je ne sais pas comment ça marche, mais quand tu es associé de l'entreprise, quand tu es directeur général et que tu décides de te verser une rémunération fixe. Sur les 1500, alors je parle en brut, hein, sur les 1500, et encore je grossis parce qu'il y a des enjeux de minima en fait. Alors, si tu atteins un certain seuil, tu as moins de cotisations sociales. Mais en gros, sur les 1500, il faut compter un coût d'environ 2200 euros au global. Donc, ça fait 1500 plus environ 700 euros de charges patronales. Ok, donc en tant que dirigeant, donc on paye donc le salaire, les charges patronales. Il y a autre chose à prendre en compte? C'est déjà pas mal. Mais en fait, ça dépend de la forme juridique. Partons du principe que tu es en SAS, Ouais. donc Société par action simplifiée. Tu es dirigeant majoritaire. Tu as le statut de dirigeant assimilé salarié. On va voir un peu plus tard les subtilités. Dans ce cas de figure, tu as une fiche de paye et tu dissocies bien ton salaire brut et ton salaire net. Ouais. Une fois que tu as dissocié ton salaire brut et ton salaire net, parce qu'on va compter de toute façon dans le workshop, j'ai compté des ratios très simples. La différence entre le salaire brut et le net, c'est environ 23%. Le net est inférieur au brut, bien entendu. Et les charges patronales qu'on calcule, c'est environ 45% du brut. Okay. C'est vraiment pour dégrossir, pour être relativement large, mais c'est les taux moyens qu'on retrouve. Okay. Alors, sur les bas salaires, c'est un peu moins, mais il faut garder ça en tête, en fait. Super, super. Donc, je vais devoir vous laisser. Est-ce que je peux t'ajouter sur LinkedIn et que tu m'envoies la présentation ou Avec grand plaisir. De toute façon, ça passera directement par Mehdi, hein, pas de souci. Super, parfait. Merci beaucoup. Je pense que Mehdi répondra favorablement. Je transmettrai la présentation avec plaisir. Super, merci beaucoup. Rien, Boukhar. À plus tard. Ouais, merci. Salut. Ouais, alors pour la présentation, je l'enverrai plus tard. Ouais, pas de problème. Avec plaisir. Y a-t-il d'autres questions sur ce premier panorama concernant la rémunération? Pas hésiter. Non. Là, par la suite, on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet avec une comparaison SARL-SAS. Oui. C'est juste pour être sûr d'avoir bien compris. En fait, oui. Ça veut dire que le dirigeant, s'il souhaite se payer un salaire, il doit aussi se payer des charges patronales, c'est ça? Exactement. Ok, d'accord. Alors, c'est pour ça que je fais le parallèle SARL-SAS. C'est vrai qu'on parle de rémunération au sens large, mais en fait, quand on parle en fonction de la forme juridique que l'on vise, si c'est une SARL ou une SAS, cette rémunération se transforme soit en salaire pour le président, par exemple, ou la présidente de la SAS, ou de rémunération pour le gérant majoritaire de SARL. Donc, c'est vrai que c'est des termes un peu précis. Quand je dis charge patronale, parce qu'on était dans le cas de la SAS, parce que le président est assimilé salarié, et donc il est considéré comme un salarié, à peu de choses près. Et donc, on parle de charge patronale. Par contre, quand je suis sur une SARL, les charges patronales, ça n'existe pas parce que je n'ai pas le statut d'assimilé salarié. J'ai le statut de travailleur non salarié, ce qui sous-entend qu'il n'y a pas de lien de subordination entre l'entreprise et le dirigeant. Et un autre terme générique qu'on utilise, ce sont des charges sociales du dirigeant de SARL. Donc, patronal, ça veut dire qu'à un moment donné, il y a un enjeu de salariat, salarié pur et dur, président assimilé salarié. Charge sociale du dirigeant, on parlera plutôt plus du gérant majoritaire de SARL, Société à responsabilité limitée.
D'accord. En fait, vu que ce sont des formes juridiques différentes, le dirigeant, la dirigeante a un statut social différent. Donc, en fait, il y a des critères qui sont un peu différents. C'est pour ça que j'ai essayé de mettre en place ce tableau, déjà pour vous expliquer les différents. Et en fait, c'est une question de langage. Mais en soi, ça ne change pas grand-chose. Mais on verra qu'il y a quand même des incidences. Et on l'avait vu, hein, comme j'avais expliqué à Boukhar, il y a une grosse différence. C'est que quand je suis assimilé salarié ou salarié, j'ai toujours un salaire brut et un salaire net. Ce qui n'existe pas quand on est gérant majoritaire d'une SARL. Et c'est vrai que le focus que j'ai fait pour comparer la SARL et la SAS, pour que ce soit aussi assez simple pour vous, c'est de toujours parler des dirigeants et des dirigeantes majoritaires, des personnes qui ont un mandat de gestion. Majoritaire, ça veut dire que j'ai plus de 50% du capital de la société. D'accord. En tout cas, j'ai la majorité. Si on est 3, j'ai plus de 33, un tiers. Si on est 4, j'ai plus de 25%. Ça vous va? Claire, merci beaucoup. Il n'y a pas Et de quand moi souci. j'ai juste une petite question, quand tu Bien dis sûr. match à droite sur ton tableau, c'est dans quel cas la SARL ou la SAS est le plus avantageux, c'est ça? Alors, oui, c'est une très bonne question, Olivier. C'est un match très basique. C'est un match de chiffres, en fait. En se disant, statut social, par exemple, on a souvent tendance à se dire qu'être salarié, c'est mieux que travailleur non salarié. Parce que vous avez sûrement entendu parler le ex-RSI, qui est devenu la Sécurité sociale des indépendants. C'est un peu le capharnaüm, c'est n'importe quoi. Oui et non. On va voir qu'il faut un peu casser les codes. Mais le match, c'est surtout un match quantitatif. En se disant que de but en blanc, c'est plus avantageux. Mais on verra qu'il faut lire entre les lignes. Et ce que je dis aujourd'hui, c'est quelque chose de très générique. Ce n'est pas forcément valable pour la situation de chaque personne qui cherche un peu à optimiser sa rémunération. Mais de toute façon, je vais expliquer pourquoi le match, pourquoi c'est égal, pourquoi c'est plus la SAS, pourquoi c'est plus la SARL. D'accord. On va essayer de détailler tout ça. Vous avez vu, il y a un peu de calcul, il y a des pourcentages, c'est normal. Finalement, quand on parle de la rémunération, quand on parle du social, c'est beaucoup de taux, c'est beaucoup de calculs, c'est beaucoup de plafonds, de seuils. Enfin, c'est vrai que le droit social est très compliqué. On va essayer de le banaliser le plus possible. Oui. C'est bizarre, hein? J'ai pas entendu, pardon. Je crois que c'est quelqu'un qui n'a pas coupé son micro. Ah, ok, il n'y a pas de souci, merci. Je ne comprenais pas. J'attendais la question. Ta candidature pour le prochain comité d'engagement. Alors, pour le premier comparo, en fait, vous allez voir, j'ai pris les critères principaux. Régime social, statut social, couverture maladie, protection sociale, cotisation sociale, base de calcul et les dividendes. Il y a une incidence. Je me mets en SARL versus je me mets en SAS, ça n'a pas du tout les mêmes incidences. On n'est pas du tout sur les mêmes modes et bases de calcul. Quand je suis en SARL, mon régime social, c'est la sécurité sociale des indépendants. Ce n'est pas le régime général de la sécurité sociale qu'on peut retrouver pour un dirigeant majoritaire de SAS. Et le régime social, même si on a entendu des choses un peu dénigrantes au niveau de la sécurité sociale des indépendants, en fait, c'est les mêmes interactions. C'est la même chose, en fait. Ça ne pose pas de problématique particulière, d'autant plus que maintenant, c'est l'URSSAF qui gère la sécurité sociale des indépendants et qui gère aussi le régime général. Donc, on considère que depuis, je crois que ça fait 3 ans de bascule, que ça va beaucoup mieux et qu'il y a moins d'enjeux par rapport au RSI qui était un peu compliqué, où il y avait souvent des problématiques pour avoir des réponses à ces questions. Le statut social, travailleur non salarié versus assimilé salarié, en fait, le simple enjeu, c'est de se dire, j'ai une fiche de paie quand je suis assimilé salarié, c'est peut-être plus valorisant pour moi, j'ai déjà une expérience en tant que salarié, donc j'ai déjà cotisé au régime général, j'ai un suivi qui est beaucoup plus logique, donc c'est peut-être plus simple pour moi de rester assimilé salarié. C'est pour ça que j'ai mis match SAS. Mais en fait, ça ne veut rien dire, parce qu'un gérant
majoritaire de SARL peut très bien s'en sortir aussi avec ce statut social. Et là, je vais faire un parallèle qui est très simple. Quand vous voulez développer vos projets personnels, bah souvent, vous allez voir votre banque parce que ça coûte de l'argent. Vous voulez acheter un appartement, une maison. Bah forcément, quand on donne ces 3 dernières fiches de paye versus quand on doit donner ses bilans d'entreprise, quand on est en SARL, travailleur non salarié, ça n'est pas la même chose. Parce que ce qui permet de justifier votre rémunération en tant que gérant de SARL, bah finalement, c'est les comptes de votre entreprise. Il n'y a pas de fiche de paye. Quand vous êtes président ou présidente assimilé salarié ou directeur général, bah en fait, vous avez cette fiche de paye. Et souvent, dans vos projets, bah, ça peut faire la différence. Donc, il ne faut pas négliger cet aspect. Bon, après, on s'en sort très bien, hein. Sauf que dans vos projets personnels, souvent, bah, les banques peuvent vous demander, quand vous êtes gérant de SARL, vos 2 ou 3 derniers bilans. Donc, ça veut dire que vous êtes un peu bloqué sur vos projets perso pendant 2 ou 3 ans. Et ça peut être problématique. Donc, c'est pour ça que je mets un peu l'avantage à la SAS. Mais encore une fois, il faut vachement peser ce sujet-là, en fait. On rencontre souvent cette problématique. Bien sûr. Si je peux juste ajouter un petit truc, c'est en fait, tu as aussi, malgré le fait que tu aies une fiche de paye en SAS, tu n'as pas accès à l'assurance chômage. Et ça, moi, j'ai eu le cas où, en fait, effectivement, j'avais une fiche de paye, mais comme l'ancienneté de la société en tant que président, ce n'était pas depuis assez longtemps, on me dit, ouais, mais si vous arrive quoi que ce soit, ou s'il arrive quoi que ce soit à la société que vous payez, vous n'avez pas l'assurance chômage, alors qu'un salarié, il a l'assurance chômage. Et donc, du coup, donc pour pallier à ça, tu peux, si tu as les moyens, prendre une assurance chômage externe. Et là, pour le coup, tu te retrouves réellement comme un cas salarié. Tout à fait. C'est la réalité. Après, le seul moyen, effectivement, ça se joue d'une façon très simple, d'être minoritaire ou entre guillemets d'avoir moins de participation dans le capital pour être salarié de plein droit. Mais oui, tu as tout à fait raison. Le président d'une SAS assimilé salarié et qui est majoritaire au capital n'a pas le droit de cotiser. Enfin, il y a une toute petite partie de cotisation pour le chômage qui est liée à l'APEC, mais en fait, il n'y a pas de validation de droit au chômage. Et le seul moyen, c'est d'utiliser des complémentaires qui sont assez coûteuses, mais qui ont le mérite d'exister. Et encore une fois, c'est la société, c'est bête, hein, mais c'est la société qui paye ces complémentaires. Donc, il y a un enjeu un peu de diminuer son bénéfice. Vu que c'est la société qui paye, ça augmente mes charges et je diminue mon bénéfice. Donc, techniquement, je paye moins d'impôts sur les sociétés à partir du moment où l'entreprise est rentable. Donc, c'est vrai que pour rééquilibrer, en fait, les différences, souvent on utilise de l'optimisation, que ce soit sur de la maladie, sur de la protection sociale. En fait, il n'y a pas vraiment le choix. Et on va voir que ce choix, il est relativement pertinent parce qu'à rémunération égale, en fait, une SARL, en fait, la rémunération du dirigeant et le coût de sa rémunération, ça vaut moins cher quand on est en SARL qu'en SAS. Donc finalement, le différentiel qu'on peut retrouver, c'est de l'optimisation. Ok, j'ai peut-être moins de protection sociale, mais je vais cotiser en plus pour un régime complémentaire pour me permettre d'arriver à un niveau tel qu'un salarié. Ça te va, Alexandre, du coup, j'ai répondu à ta question. C'est juste qu'effectivement, il n'y a pas d'indemnité journalière spécifique à la T. Ouais. Non. Ouais. Ça passe par du complémentaire. Et ça se fait assez bien, en fait. En fait, tu soulèves un enjeu qui est majeur. Oui, on veut se rémunérer, mais en fait, toutes les conséquences qu'il y a derrière, des fois, on n'y pense pas. C'est vrai que si vous arrive un pépin, finalement, qu'est-ce qui se passe en termes de couverture? Qu'est-ce qui se passe en termes de protection sociale? Donc, c'est vrai que moi, mon but, j'essaie de faire preuve de pédagogie, mais c'est de vous expliquer que c'est un vrai enjeu et il ne faut pas négliger ces aspects. Après, dans certains cas, on peut avoir, au niveau de son assurance même, l'assurance responsabilité civile, en fait, une assurance homme ou femme clé. Alors, homme avec un grand H, mais une assurance homme clé qui permet de vous protéger sur certains sujets parce que vous êtes soit seul dans l'entreprise, ou soit parce que vous êtes quand même majoritaire. Et donc, c'est important de pouvoir faire continuer l'activité si jamais il vous arrive quelque chose.
Donc, en fait, Ouais, c'est là où, en fait, c'est extrêmement complexe ce que tu oui, fais parce que ça s'applique en fonction de la situation personnelle de chacun, ça s'applique en fonction du exactement. business qu'on est en train de faire, ça s'applique en fonction du nombre de personnes qu'il y a dans la boîte. C'est ça. Là, les principes sont là, mais après, il y a une étude perso à faire parce que C'est exactement ça. d'un entrepreneur à l'autre, ça va être complètement différent, quoi. Exactement. Il y aura jamais. C'est pour ça qu'il faut faire attention aussi au on dit, on m'a dit que, un tel, il a fait ci, il a fait ça. La situation de chacun, elle est vraiment différente. Et c'est pour ça que j'ai bien insisté là-dessus. Il faut être conseillé. C'est important. Oui, l'expert comptable. Oui, un gestionnaire de patrimoine. Tout ça, ça va de pair et c'est le meilleur moyen d'optimiser, en fait. Après, bien sûr, on part du principe que là, on est dans une continuité d'exploitation. Au démarrage, on ne sera pas sur ces mêmes enjeux. Mais à terme, il faut vraiment penser à ça et de se dire, ouais, j'ai besoin de tout optimiser et d'être couvert au maximum, de pouvoir me rémunérer au maximum que je puisse sur mon entreprise. Ça, c'est des vrais enjeux, oui, tout à fait. Et c'est à voir au cas par cas. Une différence qui a été notée aussi, c'est lorsqu'on ne se rémunère pas, la différence qu'on retrouve entre la SARL et la SAS, c'est que quand on est en SARL, on est obligé de payer un forfait annuel de charges sociales d'environ 1 300 euros. C'est obligatoire. Le régime est fait comme ça. Même si on ne se rémunère pas, il y a 1 300 euros de charges par an qui sont prélevés. C'est un forfait obligatoire. Ce qu'on ne retrouve pas quand on est présidente assimilée salariée d'une SAS. Donc c'est pour ça que j'ai mis un peu un avantage, entre guillemets. Et puis, entre guillemets, c'est vrai qu'on parle de 1 300 euros, mais quand on démarre et qu'on n'a pas d'activité, on n'a pas de chiffre d'affaires, 1 300 euros, ça peut avoir un impact non négligeable. Et ça existe toujours, la prise en charge de ça sur la première année quand tu as l'ACRE? Enfin, Alors, oui, c'est vrai que je ne parle pas de l'ACRE, parce que je parle vraiment d'un principe très, très basique. Ça marche toujours, l'ACRE. Par contre, l'ACRE, c'est une exonération partielle la première année des charges sociales du dirigeant. Donc, partielle, ça veut quand même dire qu'on a quelque chose à payer. On doit être à peu près, allez, je vais arrondir à peu près à 500 euros, quoi. Alors, Et toujours là-dessus, je suis désolé, mais je vous pose plein de questions. Mais moi, j'ai été gérant de SARL, et j'ai été président de SAS. Et l'énorme différence aussi que j'ai vue, c'est en termes de trésorerie, sur les cotisations sociales, justement, qui ne sont pas prélevées du tout au même moment. Enfin, oui, qui, à l'époque, n'étaient pas prélevées du tout au même moment, puisqu'il y en a une, elles sont prélevées au même titre que les cotisations sociales pour les salariés et autres. Donc, c'est dans la foulée, finalement, de la fiche de paye, etc. Alors oui. que sur la SARL, avant d'avoir une situation stable sur tes cotisations, à l'époque, c'était 2 ou 3 ans C'est quasiment. 3 ans, tu as raison, exactement. Et c'est toujours le cas? C'est toujours le cas. C'est toujours le cas parce que c'est vrai que le calcul, finalement, c'est ce qu'on va voir par la suite. Les cotisations sociales avec la rémunération, ça se fait en fonction d'un rythme de croisière. Je sais combien je gagne tous les mois, entre guillemets, ou par an, c'est peut-être plus simple. Donc, du coup, mon taux de cotisation, il est lié à ça. Mais en fait, quand on est en SARL, les cotisations vont être calculées par palier. Première année, deuxième année, troisième année. Et ensuite, il y a la logique. La logique, c'est de se dire, en première année, imaginons, on se rémunère 30 000 euros. Première année, deuxième année, troisième année. La première année, on est sur ce forfait de charges sociales. Donc, la sécurité sociale des indépendants va considérer que tu as payé un forfait à 1 300 euros, mais vu que tu t'es rémunéré 30 000, tu es censé cotiser davantage la deuxième année pour rattraper en fait tes charges sociales que tu aurais dû payer la première année. Ça fonctionne par système de rattrapage. Donc, ça te fait des cotisations qui sont énormes en deuxième année, parce qu'en deuxième année, tu dois payer les charges sociales que tu n'as pas payées la première année, plus celles de la deuxième année, qui sont basées sur un revenu moyen de 30 000 euros. Et la troisième année, en fait, c'est une année d'ajustement où on essaye de voir s'il y a un reliquat. Donc, on doit payer les charges sociales qui sont basées sur la troisième année et une estimation des revenus, base 30 000 euros, plus un reliquat des charges sociales de la deuxième année. Ça fonctionne par palier. Le seul moyen qu'on a en SARL,
de pouvoir lisser un peu tout ça. Bon, déjà, c'est d'être en rythme de croisière, ça c'est sûr. Et ensuite, c'est de dire à l'administration sociale, donc la sécurité sociale des indépendants, je veux qu'on calcule mon revenu en flat. Mon revenu est flat. Donc, ne cherchez pas à me mettre un forfait en année 1, en année 2. Mes revenus sont flat, donc je veux que mes charges sociales du dirigeant SARL soient prélevées au réel. Ça correspond ça, au réel. tu fais une anticipation de la déclaration de l'année N+1, quoi. Exactement. Tu fais une anticipation, ça va lisser tes charges sociales, ça t'évite d'être sur ce système d'escalier où je me rémunère pas, j'ai mon forfait, je me rémunère en deuxième année, du coup, c'est assez compliqué pour moi parce que j'ai quand même mon rattrapage et en année 3, j'ai ma régularisation. Le seul moyen, c'est un peu bête, hein, c'est d'avoir des revenus fixes et du coup d'être au réel, de demander au SSI que ce soit au réel. C'est le seul moyen. Non, parce que je pensais qu'avec l'harmonisation avec le RSI, ils allaient changer ce mécanisme-là, parce que moi, je connais quand même pas mal de personnes qui se sont plantées, en fait. Parce qu'ils se sont pris pour les rois du pétrole, parce qu'ils avaient plein de trésorerie. C'est ça. Et du coup, ils ont mis la clé sous la porte. Donc ça, c'est vraiment, c'est hyper, il faut l'anticiper, quoi. Faut vraiment être hyper rigoureux là-dessus, quoi. Tu as tout à fait raison. L'enjeu, c'est la pédagogie, c'est l'anticipation. D'où, encore une fois, le BP, normalement, le budget prévisionnel doit permettre de visualiser ces enjeux-là quand on est en SARL, parce que tu as raison, ça peut être dramatique. Dramatique parce que des fois, le ou la dirigeante confond chiffre d'affaires et bénéfices. Et moi, ça m'est arrivé de voir des dirigeants s'acheter des 4x4, se faire plaisir. Et en fait, au bout de la deuxième ou troisième année, on met la clé sous la porte parce qu'il n'y a plus de trésorerie, quoi. Donc ça arrive. Donc il faut bien budgéter ces enjeux-là. Quand on est dirigeant majoritaire de SARL, les cotisations sociales fonctionnent par palier, mais en rythme de croisière, il faut compter environ 45% de cotisations sociales par rapport à la rémunération de l'année. Une rémunération qui est toujours nette. Il n'y a pas de différence entre le brut et le net. En SAS, c'est un peu différent. Parce que là, pour le coup, on a vu qu'on pouvait faire varier notre rémunération, si elle est fixe, si elle est variable. Mais on va considérer que déjà, ce qui va être très important, c'est que les cotisations sociales correspondent peu ou prou à 88% de la rémunération nette. Dans vos budgets prévisionnels, soyez même pessimistes, mettez 100%. Comme ça, vous êtes tranquille, ça vous laisse une marge de manœuvre. Et là, vu qu'on est président majoritaire de SAS, assimilé salarié, j'ai ma fiche de paye, j'ai bien mon salaire brut, j'ai mes charges salariales, environ 23%. Ça me fait donc un salaire net. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Le brut et le net, c'est environ 23% de différence. Et mes charges patronales sont calculées sur ma rémunération brute. Donc 45% de ma rémunération brute. Contrairement à ce qu'on peut retrouver pour le dirigeant majoritaire de SARL, on est à 45% de la rémunération. Il n'y a pas de brut ou de net, c'est la rémunération. C'est ce que le dirigeant, la dirigeante prélève. Et j'ai mis dans le match avantage SARL parce que oui, ça coûte moins cher de se rémunérer en tant que dirigeant majoritaire de SARL. Ça ne veut pas dire que c'est mieux, ça veut dire que ça coûte moins cher. Parce que la base de calcul est différente, tout simplement. J'ai une question, juste pour la SARL, ça veut dire qu'il n'y a que des charges patronales, pas de charges salariales, c'est ça? Voilà, on va parler de charges sociales en général, et en fait, c'est juste des charges sociales en tant que travailleur non salarié. En tant que dirigeant majoritaire de SARL, on n'est pas salarié, on n'est pas assimilé salarié. Ok. C'est pour ça que j'ai bien fait le distinguo. C'est vrai que ce n'est pas évident, hein. Il y a un peu des points techniques, mais je suis salarié ou assimilé salarié, j'ai des charges salariales qui font que j'ai ma rémunération nette et j'ai mes charges patronales que l'entreprise doit payer. Du coup, comme le disait Alexandre, tous les mois, régulièrement. Et le statut SARL dans ton tableau, il inclut aussi le statut EURL ou pas? Oui.
EURL, exactement. Le URL, c'est un terme générique pour dire SARL unipersonnel. C'est la même chose. Ça revient au même. C'est juste que tu as 100% du capital de ta SARL, mais c'est la même chose, tout à fait. D'accord. On voit bien que la base de calcul, donc, elle est différente sur les cotisations sociales. Alors, je ne vais pas vous perdre trop parce que il y a une réalité, mais la base de calcul des cotisations sociales, partons du principe qu'en SARL, c'est la rémunération. Il n'y a pas de distinguo brut ou net. J'ai mis net pour que ce soit plus clair dans votre esprit, mais il n'y a pas de brut ou de net. Par contre, les cotisations sociales en SARL incluent aussi les dividendes qui dépassent 10% du capital. Donc, si mon capital est de 1000, je prends 10 000 € de dividendes, ma base rajoute 9 000 €. Et on l'avait vu tout à l'heure, en fait, vu que les cotisations sociales sont calculées par palier, en fait, la base de calcul des cotisations sociales, c'est sur les revenus de l'année N-2 et qui inclut en général des régularisations. C'est pour ça qu'il faut essayer le plus possible de dialoguer avec la sécurité sociale des indépendants pour dire « moi, j'ai de la visibilité, franchement, calculons nos cotisations sociales sur du réel. J'anticipe sur mon prévisionnel une rémunération de temps, je paye des charges sociales de temps pour éviter justement… j'appelle ça l'ascenseur émotionnel. C'est ce que tu disais, Alexandre. Des fois, c'est assez compliqué de devoir payer énormément de cotisations parce que, en fait, on est sur une régule des 2 dernières années. En SAS, c'est plus simple. La base de calcul des cotisations sociales, c'est la rémunération brute et les revenus du mois antérieur. Voilà, on est beaucoup plus proche dans le temps. Dans ce match, j'ai mis la SARL gagnante, tout simplement pour la logique quantitative. Attention, je parle juste du quantitatif, je ne parle pas de l'aspect pratique, de se dire ma base de calcul, elle est plus simple. Quantitatif, parce qu'encore une fois, ça revient moins cher, mais vigilant sur ces enjeux de régularisation. Et les dividendes, très important, le match nul, entre guillemets. En fait, quand vous êtes au sein de votre société, quelle qu'elle soit, vous pouvez prendre des dividendes lorsque la société est imposée à l'impôt sur les sociétés. Et le match nul comporte en fait des choix fiscaux qu'on va voir tout à l'heure. Ces choix fiscaux, c'est soit mes dividendes sont imposés à la flat tax, la fameuse flat tax de 30%, qui permet en fait très facilement de calculer ce qui va nous rester dans la poche après paiement d'un impôt sur le revenu forfaitaire de 12,8% et de 17,2% de prestations sociales. CSG, CRDS notamment. Donc, c'est un calcul qui est simple. Ce n'est pas forcément le meilleur calcul. Encore une fois, il y a de l'optimisation à faire là-dessus. Et l'autre choix, c'est tout simplement d'utiliser comme base d'infos et base de calcul le barème fiscal de l'impôt sur le revenu des personnes physiques. Donc, en fonction des rémunérations du foyer, pas forcément que de vous, mais du foyer, il y a un enjeu de calcul en se disant ok, je suis sur un taux marginal d'imposition de tant de pourcents. Je sais que de toute façon, je paierai 17,2% de cotisations sociales, de prélèvements sociaux, mais en fonction des revenus de mon compagnon, de ma compagne, mon mari, de mon épouse, voilà, ça peut avoir des enjeux. C'est pour ça que j'ai mis le match nul, parce que peu ou prou, ça revient à la même chose. Mais on va voir tout à l'heure qu'il y aura d'autres incidences. Donc, c'était une partie un peu complète pour vraiment faire comparatif entre la SARL et la SAS. Ce n'est pas évident, mais si vous êtes en phase de réflexion en se disant voilà, je vais créer ma société, franchement, posez-vous bien la question, faites bien la réflexion des incidences que ça a sur le volet social. On va continuer le comparatif avec un exemple pour que ce soit assez parlant pour vous. Je suis à votre disposition s'il y a des questions. Je suis tout à fait apte à répondre sans aucun problème. N'hésitez pas à me couper. Corentin, tu voulais dire quelque chose? Je voyais ton micro s'activer. Non, j'écoute. Pas de problème, pas de souci. Merci. Donc, je suis toujours dans le cas de la rémunération des dirigeants minoritaires où j'ai mis un exemple de rémunération.
on voit bien que là, je parle de rémunération. Donc, SARL, la nette, la brute, peu importe, c'est 50 000 euros dans mon exemple. En SAS, je suis sur une rémunération brute de 50 000 euros. Ce qui me fait, en imputant les fameux 23%, 38 500 euros à l'année nette. Donc, encore une fois, je ne suis pas sur le même niveau. Je ne peux pas comparer parce que du coup, ce n'est pas du tout la même chose. Mes charges sociales, comme on avait eu environ 45%, je vais payer 22 500 euros quand je suis en rythme de croisière, quand je suis en SARL. Versus, quand je suis en SAS, mon entreprise, bien sûr, elle doit verser la différence entre le salaire brut et le salaire net, 11 500 euros. Et mes charges patronales en tant que président assimilé salarié sont de 22 500 euros. Et la base de calcul, c'est bien le salaire brut. Vous voyez, 50 000 brut fois 45%, ça me fait mes charges sociales. Donc, dans mon exemple, qui est un exemple très simple, j'ai le même coût supporté par l'entreprise, sauf que ma rémunération nette est plus faible en SAS. Donc, l'enjeu, il est là. L'impact, il est réellement là, dans mon exemple. On aurait pu faire un autre exemple en se disant rémunération nette 50 000, de toute façon, les incidences auraient été les mêmes. Un coût pour l'entreprise supérieur. Là, je suis volontairement parti d'un coût identique. Le coût du social pour le dirigeant. Il est identique, mais dans ma poche, en tant que président assimilé salarié, j'ai moins d'argent. J'ai une question. Bien sûr. Si on est en SARL et qu'on est travailleur non salarié, ça veut dire qu'il y a d'autres coûts, d'autres charges qu'il n'y aura pas forcément si on a la forme juridique SAS. En fait, vu que ce ne sont pas les mêmes, même si c'est toujours l'URSSAF qui s'occupe de collecter les cotisations, en fait, le volet social pour le dirigeant, le volet social le plus basique, c'est la rémunération et les charges qui sont associées. Donc, rémunération et charges sociales pour le dirigeant en SARL. En SAS, rémunération brute, donc salaire brut, et charges patronales. Parce que finalement, les charges salariales qu'on voit ici, elles sont directement intégrées dans mon salaire brut. Ça ne change pas grand-chose en fait. Sauf que les 11 500 plus les 22 500, en fait, à un moment donné, ça doit sortir des comptes de l'entreprise. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Oui. C'était ça, ok, pas de problème. Donc là, j'ai fait un exemple volontaire, c'est un coût identique, mais dans ma poche, j'ai moins d'argent, ce qui est normal. La SAS, ça coûte plus cher. Là, je suis parti sur une simulation, cette fois-ci pour parler des dividendes. On ne va peut-être pas rentrer dans le détail des calculs, mais c'est important pour vous de comprendre que les dividendes, encore une fois, pour optimiser le revenu net disponible, ce que vous allez avoir dans votre poche, et là, je parle que des dividendes, en fait, il y a tout un circuit de calculs concernant les impôts sur le revenu, des prélèvements sociaux, des charges sociales spécifiques qui sont liées, par exemple, au statut de la SARL. Et là, je vais vous expliquer un peu plus longuement ce que c'est. J'ai pris un exemple d'un dirigeant majoritaire qui prélève 100 000 euros de dividendes et qui possède un taux marginal d'imposition de 30%. Quand vous déclarez vos impôts, en fait, votre taux marginal d'imposition apparaît à titre personnel. Et il dépend en fait du barème fiscal de l'impôt sur le revenu. Donc là, il y a un nouveau qui est sorti. Donc,
je ne vais pas forcément faire un cours de fiscalité, mais vous voyez que la fiscalité a une incidence sur ce que je vais avoir dans ma poche à la fin. Et on a intégré dans notre calcul, vu qu'on est face à des sociétés qui sont imposées à l'IS, impôt sur les sociétés, avec un taux 2021 de 26,5% en base. J'écarte un peu le taux réduit qui est de 15% sur l'impôt sur les sociétés. Taux réduit, je rappelle qu'une société, à partir du moment où elle fait des bénéfices, elle doit payer de l'impôt sur les sociétés. Tous les bénéfices inférieurs à 38 120 € font l'objet d'un prélèvement de 15%. C'est un taux réduit d'impôt sur les sociétés. Tout ce qui est au-dessus de 38 120 € de bénéfices est imposé au taux normal de 26,5%. Voilà, c'était un petit rappel sur la FISCA. Mais je ne vais pas forcément rentrer trop dans le détail du tableau pour ne pas vous embrouiller. Tout ce que ce tableau veut dire, c'est qu'à un moment donné, si je suis dirigeant majoritaire de SARL ou de SAS, j'ai un choix à faire. Soit je décide que mon impôt, que mon dividende soit taxé à travers de la flat tax, les fameux 30%, ou au contraire, j'utilise le barème de l'impôt sur le revenu pour essayer d'optimiser ou de voir si c'est plus attrayant pour moi. En fait, il y a un vrai calcul à faire en fonction des dividendes. Soit c'est la flat tax, soit j'utilise le barème comme base de calcul, j'avertis les impôts pour leur dire, voilà, j'ai choisi le barème et les modes de calcul sont différents. Quand on est notamment en SARL, et là c'est la petite parenthèse que je vais évoquer avec vous, on l'a un peu évoqué tout à l'heure, mais c'est qu'en fait les dividendes sont soumis aux charges sociales, comme si c'était une rémunération. C'est la petite particularité. Ça fait quelques années que les dividendes qu'on prélève lorsqu'on est en SARL sont soumis aux charges sociales. C'est aussi pour ça, comme si c'était une rémunération. Et c'est pour ça que dans les petits astérix que j'ai mis, vous avez le petit point 1, j'ai mes charges sociales qui sont payées par la société. Bien sûr, c'est la société qui paye, ce n'est pas le ou la dirigeante, mais c'est quand même 45% sur ma base, si en tout cas je suis au barème, sur ma base de calcul qui est de 60 000 ici. Alors, je ne vais pas trop vous embrouiller, mais ça, du coup, forcément, si vous savez que vous allez payer des charges sociales, ça veut dire que oui, ça va coûter plus cher à l'entreprise pour le coup, parce qu'on a ces fameux 27 000 € à payer, enfin que la société doit payer en plus des charges sociales liées à votre rémunération directe. Donc, ça peut avoir un impact sur la société non négligeable. Et cet impact sur la société, on le traduit par une économie d'impôt sur les sociétés. Forcément, je prélève des dividendes en SARL, j'ai des charges sociales qui vont être réintégrées aux charges sociales que je paye déjà pour ma rémunération. Et donc, ça augmente mes charges globales. Mes charges de fonctionnement sont beaucoup plus importantes. Et sur ma simulation, l'économie d'impôt que je fais, sur l'impôt sur les sociétés, elle est d'environ 7 000 €. Alors, n'hésitez pas si vous avez des questions. Vraiment, le tableau n'est pas fait pour vous embrouiller. Je pense même qu'on devrait même se concentrer sur le résultat, le revenu net disponible, en fonction du choix fiscal qu'on fait, SARL, SAS, soit flat tax, soit le barème. En fait, je vois que assez souvent, la flat tax peut être intéressante pour moi. Bien sûr, comme disait Alexandre tout à l'heure, c'est du cas par cas. Ça dépend du dividende que je prélève, que je peux prélever. Ça dépend de mon taux marginal d'imposition et ça dépend bien sûr du niveau de bénéfice de la société. Mais dans mon exemple, du coup, si je suis en SARL, la flat tax me permet d'avoir un revenu disponible plus important quand je me prélève des dividendes. Et pareil, quand je suis en SAS, la flat tax semble être un outil assez intéressant pour moi. Et encore une fois, ça c'est du basique, c'est du générique. Quand on fait du cas par cas, c'est souvent différent. Ce qu'il est par contre important de définir, c'est que les dividendes, déjà, ce n'est pas automatique et qu'il y a des critères bien précis pour pouvoir prélever des dividendes. Le premier, c'est qu'il faut que le capital de votre société
soit libéré à 100%, la fameuse libération du capital. Vous mettez dans vos statuts que vous avez un capital de 100 000 euros, mais vous n'avez vraisemblablement déposé que 25 000. C'est possible de faire ça. Par contre, vous vous engagez sur une période de 5 ans à verser les 75 000 euros manquants dans le capital de la société. En gros, vous créez une société qui a virtuellement un certain niveau de capital, mais dans les faits, elle ne l'a pas. Donc ça, c'est possible de le faire. Et cette possibilité, c'est la libération du capital. Donc si le capital social n'est pas entièrement libéré à 100%, vous ne pouvez pas prendre de dividendes. Les dividendes, on ne peut les verser que lorsque la société a clôturé ses comptes annuels. Ça veut dire que, en général, on clôture au 31 décembre, mais vous pouvez clôturer à n'importe quelle autre période. Si le bilan de l'entreprise n'est pas fait, si la liasse fiscale n'est pas éditée, on ne peut pas définir le montant du résultat net de l'entreprise après impôt sur les sociétés. Donc, on ne peut pas fixer le montant des dividendes qu'on peut prélever techniquement. Donc, c'est important que la clôture des comptes soit faite. Et en général, une entreprise qui clôture au 31 décembre, idéalement, les dirigeants peuvent prélever les dividendes en mars-avril. C'est à peu près ce que je constate. Le temps que le bilan soit fait, le temps que tous les ajustements soient réalisés. Juste une question. Bien sûr. Les dividendes, on peut se verser des dividendes si le capital social est libéré à 100%. Donc, ça veut dire qu'il faut détenir 100% de la société, c'est ça? Alors, non, parce qu'en fait, c'est lié à la répartition du capital. Donc, du coup, il n'y a pas forcément d'incidence. Si tu as 1% du capital, tu auras 1% des dividendes. En fait, le sujet de la libération du capital, c'est que parfois, en fait, dans les statuts, on a un enjeu souvent de crédibilité. Donc, j'ai tout intérêt à dire, je mets 100 000 euros de capital dans mes statuts. Mais sauf que ces 100 000 euros, je ne les ai pas. Par contre, je sais qu'au bout de 5 ans, j'ai de fortes chances de les avoir, ces 100 000 euros. Donc, en fonction des bénéfices que j'engendre d'année en année et de la trésorerie dont je dispose dans la société, eh bien, cet engagement que j'ai sur 5 ans de verser la totalité des 100 000 euros, eh bien, je dois la tenir. La libération du capital, comme je dis, si on se remet face à cet enjeu de crédibilité, moi, dans mes statuts, il y a 100 000 euros de capital, mais je ne les ai pas au démarrage. J'ai juste 20 000. Donc, mon capital, il est libéré partiellement. Je n'ai que 20 000 euros sur mes 100 000 euros de capital. Et je m'engage sur 5 ans à atteindre ces 100 000 euros, à les verser effectivement. C'est souvent quand on n'a pas suffisamment les moyens de capitaliser sa société, on se dit, mon capital, finalement, c'est comme si je créais un différé dans mon capital. Je diffère le montant du capital à un horizon de 5 ans. Par contre, il faut s'y tenir. Parce que sans quoi, on peut, il y a des clauses, entre guillemets, qui indiquent qu'on peut dissoudre la société. Ça a été clair, Soraya? En fait, ça veut dire qu'on s'engage à passer, par exemple, de 20 000 à 100 000 euros. Exactement. Sur une période de 5 ans, maximum. Ok. La base de calcul pour... Oui. Par contre, si je peux me permettre, il y a un truc qui est important, c'est par rapport à ce que disait Soraya, c'est les dividendes, ce n'est pas automatique. Oui. C'est soumis à AG et donc c'est soumis à validation de la majorité des actionnaires. Et donc, si tu te retrouves avec un tiers des parts et que tes 2 autres actionnaires, eux, ils ne veulent pas verser de dividendes parce qu'ils veulent garder l'intégralité du résultat pour pouvoir faire progresser la boîte, oui. Tu n'auras pas de dividendes. Exactement. Et c'est ce qu'on a vu, pour pouvoir se rémunérer, il faut que tout le monde soit d'accord. c'est clair. C'est clair. Et les dividendes en font partie. Ça, c'est une très bonne remarque, Alexandre. Tu as tout à fait raison. Parce que moi, j'ai vécu des situations où, après avoir fait monter les associés, etc., il y a eu des divergences d'opinion sur la réaffectation du résultat et résultat des courses, des rémunérations qu'on avait antérieurement, parce qu'on considérait que les dividendes étaient de la rémunération,
d'une année sur l'autre, on n'en a plus et on n'a pas fait la réévaluation de sa rémunération fixe. Donc, le résultat des courses, on est vachement perdant. On est perdant. Ça, c'est la réalité. Il faut faire attention parce que voilà, les dividendes, c'est soumis à AAG, donc à l'accord de la majorité des associés. Exactement. Ça, c'est une condition qui est très importante. Hein. Et c'est aussi pour ça qu'on a besoin que l'approbation des comptes soit faite, donc que le bilan soit fait, et qu'ensuite que tout le monde soit OK et se réunisse pour dire OK, on fait quoi des bénéfices? Et bien sûr, avec toutes les décisions qui vont avec une assemblée générale ordinaire, en fait. Hein. Donc, tu as tout à fait raison. Les dividendes, ce n'est pas obligatoire, c'est une possibilité. Le vrai sujet, c'est de se dire, bon, déjà, il faut qu'il y ait du bénéfice. Et ensuite, il faut que tout le monde soit OK pour pouvoir se le partager. S'il y a des enjeux d'investissement, est-ce qu'on n'a pas plutôt intérêt à garder cette trésorerie pour justement investir ou réinvestir dans du matériel, dans tel ou tel outil, dans des prestats? Donc ça, c'est un vrai enjeu. Et finalement, les dividendes ou la possibilité de prélever des dividendes, ça touche aussi un enjeu stratégique derrière. On continue dans notre... Non, si tu as besoin de la trésorerie, tu peux très bien prendre tes dividendes et puis laisser après sur ton compte courant associé et gérer, ça te crée une dette sur la société et finalement, tu peux continuer à avancer tout en ayant perçu un peu de rémunération et ce qui a fait baisser tes charges. Quoi. Ouais, c'est possible. Et encore une fois, c'est du cas par cas. Il faudrait que tout le monde soit OK pour faire ça. En fait, on est quand même en France aussi, et quand il y a des associations entre plusieurs personnes dans des sociétés, il y a souvent cette frilosité par rapport à l'argent, en fait. Et le dialogue par rapport à l'argent est souvent compliqué. Donc là, on monte un peu plus loin dans notre réflexion. Il faut faire attention aussi avec qui on s'associe. Et il ne faut pas qu'il y ait de tabou d'argent. Il faut vraiment que ce soit quelque chose de clair et précis entre vous, quoi. Parce que sinon, ça va vous pourrir tout le reste du temps. Ça, c'est sûr. De toute façon, c'est des situations litigieuses, hein, toujours. Il y a ça et il y a aussi, je trouve, beaucoup, à cause des situations d'ABS, donc d'abus de biens sociaux, etc., il y a beaucoup de confusion entre la gestion des finances d'une entreprise et la gestion des finances personnelles. Or, on est aux antipodes, en fait. Il y a beaucoup de gens qui ne voient pas... par exemple, tu parlais tout à l'heure des frais. C'est hyper important parce que les frais, par exemple, quand on est à titre perso et que moi, je paye un forfait de téléphonie mobile j'arrondis exprès, hein, à 100 €, les 100 €, pour pouvoir avoir les 100 €, il m'a fallu 150 € de rémunération, oui. Qui a coûté 200 € à ma boîte, et ainsi de suite. Alors que, in fine, si j'avais fait payer mon forfait de téléphonie à ma boîte directement, ça lui aurait coûté 80 balles. Ouais, exact. Et là, et c'est là où finalement, faut vraiment changer de point de vue et se dire que c'est pas du tout la même chose. Non. Parce qu'il y a vraiment de l'optimisation à faire et il faut pas avoir peur de le faire parce que c'est normal, quoi. C'est des outils de travail, c'est normal et ça permet de faire de sacrées économies, quoi. C'est clair. C'est vrai que en fait, tu touches à un point qui est finalement lié à la pédagogie et dans l'entrepreneuriat, c'est aussi pour ça qu'on est là. On essaie de vous donner des pistes, je dis pas des astuces, mais des bonnes pratiques pour éviter de faire n'importe quoi parce que ça a toujours des incidences. Alors, on peut faire une erreur une fois, mais si on continue à faire des erreurs, l'enjeu, comme tu disais, c'est l'abus de biens social. L'enjeu, c'est des contrôles fiscaux, sociaux, et ça peut être dramatique pour la vie d'une entreprise, en fait. Donc, on peut faire pas mal de choses, on peut optimiser énormément. Par contre, il ne faut pas faire n'importe quoi, il faut vraiment être accompagné sur ces sujets-là. Ça c'est sûr. Ouais, je suis d'accord avec toi, mais juste pour clore le sujet, moi j'ai vu un nombre de personnes qui, par exemple, se disaient j'ai pas l'argent dans la boîte pour me faire mes cartes de visite, je vais les payer moi-même. Ouais. Et résultat des courses, ils payent les cartes de visite 100 balles, c'est de l'argent. Alors, je ne vais pas refaire la démonstration de tout à l'heure, mais voilà. Alors que, in fine, il aurait fait supporter par la boîte les 80 € en faisant un apport au compte courant, ce qui fondamentalement aurait fait exactement la même chose en termes de dépenses de trésorerie personnelle, mais vis-à-vis de la boîte et vis-à-vis de la TVA, des charges sociales, etc., ça n'a juste rien à voir en fait. Et il ne faut pas avoir peur de créer du déficit, il ne faut pas avoir peur. La trésorerie, c'est pas la même, comme tu disais très bien, c'est pas la même chose que le résultat, c'est pas la même chose que le chiffre d'affaires. Tout est dissocié et c'est là où effectivement des experts
c'est hyper important. Il faut vraiment changer de paradigme, en fait, parce que il y a tellement d'erreurs qui sont faites là-dessus que moi, je trouve que parfois, ça cause des arrêts de société alors qu'ils ne devraient pas. Non, Des c'est arrêts de vrai. projet parce que ça ne devrait pas. C'est vrai. Et pour rejoindre un peu ce que demande Adrien, là, du coup, sur la conversation, en note de frais, c'est pas pareil. Bah, en fait, la note de frais, c'est juste toi, à titre personnel, tu as payé des frais, tu as payé des choses qui sont utiles à l'entreprise. Donc, hormis le fait d'oublier et te dire, ah, j'ai oublié ma carte pro, par exemple, pour payer, je ne sais pas, sur Vistaprint, ma carte de visite, en fait, tu vas te faire une note de frais qui a finalement, qui engendre déjà une manipulation supplémentaire. Il faut que tu fasses ta note de frais, il faut que tu conserves le justificatif, il ne faut pas que tu le perdes, très important. Et en même temps, c'est un coût qui est supporté par l'entreprise. Donc, ça revient foncièrement au même, sauf que toi, ça te complique un peu plus la vie parce que c'est toi, à titre perso, qui, à un moment donné, a la possibilité de te faire rembourser par la société de cet argent que tu as avancé. Donc, juste un petit retour d'expérience sur le sujet. Les notes de frais, moi, je me suis fait retoquer par l'URSSAF parce que concernant les restos, on est censé mettre au dos des fiches l'intégralité des gens qui étaient présents et dire leur poste, etc. Et limite, si on tombe sur quelqu'un de vraiment très chiant, il faut justifier le fait que ça nous a apporté du business ou que c'était un rendez-vous business. Et concernant les autres frais, par exemple, tu t'achètes un ordinateur, un titre perso, enfin, tu t'achètes un ordinateur pour la boîte, mais tu oublies de mettre sur la facture, même si tu l'as payé à titre perso, tu oublies de mettre le nom de ta société, et ben, tu peux te faire retoquer parce qu'on va considérer que tu as fait passer un truc perso. Donc, il faut vraiment être hyper vigilant là-dessus. C'est systématiquement mettre le nom de la société, même si on n'a pas l'intention, même si on ne peut pas le faire passer dans la société à un moment ou à un autre, il faut systématiquement le mettre, y penser, parce que sinon, de toute façon, on ne pourra pas récupérer la TVA et du coup, résultat des cours, ça ne servira à rien. C'est ça. Et là, j'ouvre une parenthèse. C'est vrai que lorsqu'il y a des contrôles fiscaux, alors surtout fiscaux, hein, parce que sociaux, ça intervient sur d'autres critères, la première chose que le contrôleur fait, c'est de regarder les frais des dirigeants, les déplacements, tous les frais de repas, tout ce genre de choses, en fait. C'est les premiers sujets parce que y a beaucoup d'abus. Et des fois, ce ne sont même pas forcément des abus. Alors, c'est des abus, des fois, où les gens n'ont même pas conscience que ce sont des abus, en fait. Ils se disent c'est normal. Et parfois aussi, et là je parle aussi pour le compte des experts comptables, en fait, l'expert comptable, il peut être complice. Ou tout simplement, il peut dire, moi je vous ai prévenu qu'il ne fallait pas faire ça, vous l'avez fait, et maintenant ça vous tombe dessus, quoi. Donc la responsabilité, elle est toujours liée au dirigeant. Même si c'est l'expert comptable qui a passé les opérations comptables, mais c'est toujours la responsabilité du dirigeant. Soyez informés, demandez conseil. L'expert comptable, il saura, entre guillemets, vous orienter vers les petites astuces, pas forcément illégales, mais les petites astuces. Mais c'est toujours les dirigeants qui sont responsables de ces éléments-là, même s'il n'y a pas eu une volonté de nuire à l'entreprise ou de créer des fautes dans l'entreprise. Ça, c'est une réalité. J'ai une question à poser, en fait, juste pour en revenir à ce qu'on disait Alexandre avant. Qu'il faut garder les notes de frais, les factures. Surtout quand on est soumis à la TVA, si ce n'est pas le cas. Parce qu'en fait, c'est vrai que vous n'en avez pas parlé là, mais comment on fait pour savoir s'il faut être soumis à la TVA ou pas, si c'est intéressant ou pas En fait, la TVA, c'est tout simplement quand tu te dis que tu as beaucoup, par exemple, tu as beaucoup d'achats. Tu es dans du service, tu es dans la vente, tu as beaucoup d'achats. À un moment donné, la TVA sur ces achats, tu peux la récupérer. Donc, tu as 20 points sur tes achats que tu peux récupérer. Je grossis le trait. Tu as 20 points que tu peux récupérer. Si tu n'es pas assujetti à la TVA, du coup, ça a un impact direct sur ta trésorerie. Donc, c'est intéressant quand on est en B2B. C'est intéressant quand on est en B2B, exactement. Ok. Exactement. Et surtout quand on a un volume d'achat qui est très important. Voilà, mais si c'est quelques petites factures comme ça, c'est pas intéressant d'être soumis à la TVA. Non, après, en fait, souvent, par exemple, quand on a un SAS,
il me semble que on peut opter pour le régime de la franchise de TVA, donc de ne pas subir la TVA jusqu'à peu près 80 000 euros de chiffre d'affaires. Donc, ça veut dire que ça simplifie la gestion, tout simplement pour toi. C'est une façon de simplifier ta gestion. Par contre, dès que tu es au-dessus, il faut que tu dises, OK, mon prix de vente auprès de mes clients, je le vends TTC, ce produit ou ce service. Mais à un moment donné, je collecte la TVA pour l'État. Donc, finalement, si je vends quelque chose à 120 TTC, finalement, je l'ai vendu sans hors taxe. Et tout ça, ça peut créer des dérèglements au niveau commercial parce que ton prix ne sera peut-être pas le bon. Parce que toi, tu as tes achats, tu as tes prestations, tu as tes fournisseurs, tu as ton assurance à payer, tu as tes frais de téléphonie mobile, tu as tes locaux. Tout ça, ça va engendrer de la TVA. Et la différence entre la TVA sur tes ventes, TVA collectée, et la TVA sur tes achats, TVA déductible, eh bien, c'est soit tu payes de la TVA au fisc, soit tu as un crédit de TVA qui peut être remboursable à un moment donné. D'accord. Et on s'en rend compte souvent quand on crée sa boîte, on est au démarrage. Si on est sur une activité qui nécessite beaucoup d'investissement, je dis une bêtise pour grossir le trait, tu investis dans une machine qui vaut 100 000 euros hors taxe. Ces 100 000 euros hors taxe, si tu ne déduis pas la TVA, se transforme en 120 000 euros TTC, où tu ne peux rien déduire. Et en fait, tu as 20 000 euros de trésorerie, finalement, qui part en fumée. Et ces fameux 20 000 euros de trésorerie, surtout quand tu es au démarrage, ils sont vraiment, vraiment, vraiment bénéfiques. Ils sont très utiles, ces 20 000 euros de trésorerie, parce que l'État s'engage dans un délai de 1 à 2 mois à te rembourser ce crédit de TVA, parce que tu démarres ton activité et que tu as besoin de cette trésorerie. Donc, quand il y a un investissement massif au démarrage d'une activité, enfin massif, mais on s'entend bien, mais quand il y a un investissement au démarrage et qu'on n'a pas rentré d'argent, ça peut être intéressant d'être assujetti à la TVA. De toute manière, c'est possible de changer de régime de TVA quand on veut, non? De passer. Oui, c'est possible. Il y a un calcul à faire qui est assez simple. Et en même temps, après, ça se joue sur la hausse de l'activité, tout simplement. D'accord. Ok. On fait un focus rapide sur la SAS. Je vais juste vous informer qu'il est 15h28. Ouais. Ça fait. Voilà, c'est juste pour info. Il n'y a pas de souci. Il y a eu beaucoup de questions, mais en tout cas, c'est bien. C'est bon signe, c'est bon signe. C'est bon signe. Mais c'est vrai que c'est un vaste sujet. On va faire un focus très rapide sur la SAS, parce que c'est vrai que c'est une forme juridique qui est la plus régulièrement adoptée par les entrepreneurs, ne serait-ce parce que elle apporte une souplesse de fonctionnement, ne serait-ce que dans la rédaction des statuts. Et les statuts en SARL sont très rigides. On est obligé de respecter un formalisme, ce qui n'est pas le cas en SAS. Et la SAS permet aussi de développer plus facilement ses projets futurs, notamment avec l'entrée facilitée de nouveaux actionnaires, d'investisseurs, des logiques de financement, notamment tout ce qui est financement par émission d'obligations, obligations convertibles, obligations à bon de souscription d'actions. Il n'y a qu'en SAS qu'on peut faire ça. Créer un groupe, c'est forcément plus facile et on peut vendre d'une façon plus facile aussi les titres sociaux. Et notamment, on peut les vendre plus facilement parce que fiscalement, c'est plus avantageux pour l'acheteur. Donc, il y a un vrai enjeu au niveau de la SAS. Hormis ce qu'on avait vu tout à l'heure, le régime général, le mode de rémunération, accès davantage sur les dividendes, il y a des règles de base quand on est en SAS et qu'on veut se rémunérer. Le premier, il ne faut pas le négliger, c'est sa retraite. Pour cotiser au minimum à sa retraite et valider ses trimestres de retraite, il faut se rémunérer au moins 6 150 € par an pour valider une année de retraite. Donc ça, c'est pour les cotisations. Ça, c'est un point qui est important, qu'on n'évoque jamais, mais c'est une base qui est très importante. Ce qui est important aussi pour optimiser sa retraite et sa prévoyance, en fait, l'État a mis en place des plafonds de la sécurité sociale. Et en gros, il faut atteindre un plafond de la sécurité sociale pour vraiment optimiser sa retraite et sa prévoyance. Invalidité, décès, tout ce genre de choses. Et donc en 2021, donc ça a changé il y a quelques jours, c'est 3 428 € par mois. Brut. J'entends bien brut.
Donc, avec ces éléments de base, ça vous donne une indication pour vous dire, OK, là, je cotise pour ma retraite et j'optimise toutes mes prestations sociales que je peux avoir sur ma prévoyance si jamais il m'arrive quelque chose. Il faut savoir qu'il y a de nombreuses discussions depuis quelques années sur le fait qu'en SAS, les dividendes soient soumis à cotisation sociale, comme en SARL. Donc, je ne reviens pas forcément dessus, mais ça voudrait dire que si vous prélevez des dividendes, vos dividendes vont être assujettis à charge sociale, donc ça va coûter plus cher à l'entreprise, et ça diminue le bénéfice, donc il y a un impact fiscal, mais ça pourrait être, entre guillemets, moins pertinent d'être en SAS. Sur ce volet-là, en tout cas. Toujours dans mon focus, donc je pense que vous avez vu en fait ce que ça pouvait engendrer en termes d'impact lorsque je me rémunère et lorsque je prends des dividendes. Là, je me suis focalisé vraiment sur différentes modalités de rémunération et l'impact que ça a. Donc, j'ai gardé mon exemple de rémunération à 50 000 bruts. Ça me fait 38 500 net dans ma poche. Mes dividendes, 20 000 euros bruts. Alors, brut, il y a une faute ici, hein, c'est brut sans le E. Ça fait en net 14 000 euros, vous savez, avec la fameuse flat tax de 30%. J'ai rajouté des indemnités kilométriques. J'utilise mon véhicule personnel pour le compte de mes déplacements professionnels liés à mon activité indépendante. Donc, j'ai émis l'hypothèse que je faisais 5 000 km par an. J'ai un taux de barème qui existe, qui est disponible et sur le site des impôts. Ça fait qu'on peut me rembourser sur une base de 5 000 km 2 740 euros à l'année. J'ai émis une autre hypothèse parce qu'il faut bien comprendre que oui, l'entreprise me rembourse mes frais kilométriques, mais ça m'a quand même coûté de l'argent. Si l'entreprise me rembourse, ce n'est pas l'entreprise qui paye mon carburant. C'est moi, à titre personnel, qui paye mon carburant. Donc, je suis parti du principe que j'utilise un véhicule qui consomme 7 litres au 100 à hauteur de 1,50 € le litre. Ça me fait 525 euros dépensés à l'année pour mes déplacements professionnels. Donc, j'ai une différence positive. En fait, dans ma poche, j'ai 2 215 euros, mais il faut quand même intégrer le coût de l'entretien du véhicule. Mais en tout cas, il y a quand même normalement une différence positive, sauf si vous avez vraiment des gros travaux sur votre véhicule. Je n'ai pas fait le calcul sur les intérêts de compte courant d'associé ou le plan d'épargne salariale. Je me suis vraiment positionné sur les basiques, rémunération, dividende, indemnité kilométrique. Pour le dirigeant, la dirigeante, dans ma poche, 55 000 euros. Et l'impact que ça a sur mon entreprise, c'est 95 000 euros. Pourquoi ? Forcément, ma rémunération brute, incluant les charges patronales, 72 500. Mon impact sur ma trésor concernant les dividendes, c'est 20 000 euros, même si c'est brut, c'est quand même la société qui verse ces 20 000 euros. Et c'est la société aussi qui se charge de payer la flat tax pour le compte du dirigeant. Et ensuite, j'ai mon impact sur les frais qui sont payés par le dirigeant, 2 740 euros. Donc, sur mon bénéfice, ça a un impact vraiment de 75 240 euros, mais au total, 95 000 euros, parce que je vous rappelle, quand je prélève des dividendes, ça n'a pas d'impact sur les résultats nets de l'entreprise. Ça a un impact seulement sur la trésorerie, puisque les dividendes sont calculés sur la base du résultat net de l'entreprise. Donc, vraiment, ce qui reste à la toute fin. Peut-être un autre focus concernant Pôle emploi. Ça, c'est très important. Je suis toujours dans mon cas de SAS. Pôle emploi, si vous êtes inscrit à Pôle emploi et indemnisé à l'aide au retour à l'emploi, ce qui vous permet de maintenir partiellement ou totalement vos indemnités chômage, il y a un sujet très important, c'est la relation que vous allez avoir avec Pôle emploi. S'il n'y a pas de rémunération, en tant que dirigeant assimilé salarié de SAS, on considère que votre activité est bénévole. Par contre, ce qui est important, c'est d'envoyer à Pôle emploi un procès-verbal d'assemblée générale qui précise que vous ne percevez pas de revenus jusqu'à nouvel ordre. Ça, c'est important. Si vous vous rémunérez via la société, vous pouvez obtenir un complément d'indemnité chômage qui se calcule de la façon suivante. Enfin, après, on ne va pas rentrer dans le détail. Vous avez votre indemnisation mensuelle, moins 70% de votre rémunération brute mensuelle, et cette différence doit être positive. Donc, j'ai fait un calcul très simple. Vous avez 2 000 euros
de chômage, vous vous rémunérez en brut 3 000 euros, 3 000 fois 70%, ça me fait 2 100. Je n'aurai pas de complément d'ARE. Donc, c'est possible de cumuler l'ARE et une rémunération, mais il ne faut pas dépasser un certain plafond. Ce qui est important donc, dans vos relations avec Pôle emploi, c'est que tous les mois, il faut déclarer vos périodes de travail, donc tout le mois en général, le nombre d'heures que vous avez effectuées, si c'est possible de les quantifier, mais il faudra les quantifier, et la rémunération brute mensuelle que vous avez perçue, avec le bulletin de paye si jamais vous êtes rémunéré. Si vous n'avez rien reçu, vous laissez toujours la déclaration mensuelle à 0. En conclusion, ce qu'il faut retenir, bien sûr, il faut se concentrer sur son business, c'est la base. On l'avait vu un peu lors des différents échanges, on a parlé un peu d'abus de biens sociaux, contrôle fiscal, ce genre de choses. C'est très important, toutes ces notions-là. Et c'est aussi pour ça qu'il faut gérer sa société dans son intérêt social. L'intérêt, c'est qu'elle fonctionne, qu'il n'y ait pas d'abus, et bien garder ça à l'esprit. Des fois, on ne sait pas qu'on gère son entreprise à l'encontre de son intérêt, mais c'est bien d'avoir un conseil à vos côtés, notamment un expert comptable pour pouvoir vous guider en vous donnant les bonnes pratiques pour ne pas faire d'erreurs. Un autre conseil à vous donner, on a vu aussi tout à l'heure que tout était du cas par cas quand il s'agit de rémunération. Prélever uniquement des dividendes, ce n'est pas toujours la solution optimale. Quand je prélève que des dividendes, en SAS notamment, j'ai aucun régime de cotisation. Je ne suis pas rémunéré, donc je ne cotise à rien. Je vais juste avoir des revenus. Et donc, il va falloir que je constitue moi-même ma retraite, ma protection sociale, ma prévoyance. Donc, ça peut avoir un coût non négligeable. Donc, la situation optimale, ce n'est pas toujours de prélever des dividendes. Si jamais vous vous dites « Ah, finalement, ça fait 5 ans que je suis en SAS, j'aurais dû mettre en SARL », ne vous inquiétez pas, une forme juridique, ça se transforme. Il faut compter un avocat, un expert comptable éventuellement pour pouvoir modifier la forme juridique et vous faire basculer sur un autre régime social. La rémunération, c'est bien. La retraite, la prévoyance, c'est bien d'y penser aussi. C'est très important. On l'avait vu aussi, soyez accompagnés. Et très important, n'hésitez pas à suivre l'activité législative, les lois de finances, les lois sur le financement de la sécurité sociale, parce que ça a un vrai impact sur l'optimisation de vos rémunérations. Tout à l'heure, on a ouvert une parenthèse sur le fait que la SAS pouvait, à un moment donné, s'aligner sur le régime des SARL. Donc, ça veut dire qu'il est possible qu'il y ait des cotisations sociales sur les dividendes. Donc ça, c'est en discussion depuis plusieurs années. Je pense qu'à un moment donné, ça va être harmonisé. J'en suis même sûr. Peut-être pas tout de suite, mais ça va arriver.